Bienvenue dans Choisissez votre camp. Bonjour à tous et bonjour à vous quatre. Avec nous aujourd'hui Laura Slimani, présidente du mouvement des jeunes socialistes français et européens, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, élu du 18e arrondissement, conseiller régional d'Île-de-France et secrétaire national des Républicains chargé des grandes métropoles. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine, dont voici les unes. Vous venez tout juste de publier chez Flammarion et vous jouez encore Mémoire en 3 actes de Jean Piat. Et puis Bruno Jeudi, chef du service politique à Paris Match, dont voici la une. Paris Match qui fait sa couve cette semaine sur l'appel du prince Albert de Monaco avant la conférence sur le climat. Il faut agir pour nos enfants, dit-il. Le Point attaque une nouvelle fois François Hollande, ruse et manipulation du nouveau Machiavel. Et si, à la fin, c'était encore lui, s'interroge l'Hebdo. Du côté des quotidiens, un budget 2016 sans ambition ni vraies économies, titre Le Figaro, au lendemain des annonces de Bercy. Le quotidien souligne que le nombre de fonctionnaires va augmenter, une première depuis 14 ans. Un budget sans relief, titre La Croix, mais où sont les économies s'interroge l'opinion. L'humanité est encore plus sévère. L'injustice sociale et fiscale jusqu'au bout du quinquennat. Selon le quotidien communiste, le temps de la redistribution n'est pas encore venu. Libération consacre sa une aux frontières. Depuis une vingtaine d'années, elles ressurgissent en force. Ouvertes ou fortifiées, mises à l'épreuve par les migrants, les limites entre États sont redevenues des enjeux majeurs. Enfin, Le Parisien s'intéresse au cas Morano. Ses propos sur la race blanche ont suscité l'indignation. Des sanctions sont en vue. Pierre-Yves Bournazel, faut-il retirer l'investiture pour les régionales, voire même exclure Nadine Morano des Républicains ? Ces propos sont inacceptables et ils sont faux. On va peut-être le dire, ils sont faux. Et dans notre famille politique, libérale et républicaine, ce ne sont pas nos valeurs. Et quand on se met en marge des valeurs de nos mouvements, on devrait soi-même en tirer les conséquences. Malheureusement, elle n'en tire pas elle-même les conséquences, elle persiste et elle signe. Et moi, je n'ai pas envie de vivre un feuilleton Morano. Pour une simple et bonne raison, c'est que les Français attendent de nous que l'on travaille à redresser la France en 2017 et dès la fin de l'année à gagner les régionales. Donc il faut qu'elle parte, je suis pour. Il faut l'exclure. On lui a donné sa chance, la possibilité qu'elle puisse s'excuser et se désjuger. Elle n'a pas souhaité le faire et moi je suis clairement pour son exclusion parce que ses propos sont contraires à la charte des valeurs que nous incarnons, la famille libérale, gaulliste. C'est tout à fait le contraire de ce que nous pensons et de ce que nous voulons pour le pays. Laura Slimani. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions, elles viennent beaucoup du buzz. Parce que, bien sûr, moi aussi, je désapprouve ces propos, mais c'est un secret pour personne et c'est pas très surprenant. Mais par contre, moi, je me souviens aussi des propos de Claude Guéant sur toutes les civilisations ne se valent pas. Bon, c'est pas nouveau qu'à l'UMP, il y a des responsables politiques qui, en permanence, font la chasse au Front National. Là, ça a créé un buzz. Ça met Nicolas Sarkozy en difficulté dans la région Grand Est. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a hésité, qu'il prend des sanctions aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que tous les républicains, effectivement, ne se valent pas. Les civilisations, elles, par contre, se valent. Mais surtout, j'ai l'impression que la sanction, elle naît du buzz et que malheureusement, elle ne naît pas d'une prise de conscience de l'UMP qu'il faut aujourd'hui qu'ils cessent leur course au Front National. Puisqu'il l'amène aussi dans l'ensemble des régions de France en ce moment. Voilà, je pense à Xavier Bertrand, par exemple, qui ne fait que chasser après les propos de Marine Le Pen, notamment sur les réfugiés, où il refuse d'en accueillir dans sa ville. Lorsque M. Frêche avait tenu des propos racistes, vous aviez eu du mal à le sanctionner. Lorsque le Premier ministre, M. Valls, lorsqu'il était député maire d'Evry, expliquait que d'un côté, il y avait les Whites et les Blackos, on n'a pas beaucoup entendu le partialiste. Donc il faut un peu plus de modestie. On a entendu les jeunes socialistes à ce moment-là. Non, mais vous l'avez quand même gardé dans votre parti, donc je pense qu'il y a aujourd'hui quand même un problème à l'UMP. À un moment donné, si l'UMP décide d'exclure Nadine Morano, tant mieux. Mais ça doit aussi avoir des conséquences sur la stratégie électorale de ce parti qui aujourd'hui n'est focalisée que sur le siphonnage des voix du Front National. Je veux vous répondre là-dessus. Moi, je suis pour une ligne extrêmement claire et ferme sur un certain nombre de sujets. Sur la sécurité, sur la lutte, par exemple, contre l'immigration clandestine. Mais pour tenir des propos fermes et une action résolue qu'attendent nos Français, il faut être clair sur ses principes et ses valeurs républicaines. Or, Mme Morano, en parlant de race blanche, tient des propos inacceptables qui sont faux. Et je souhaite de la clarté dans notre ligne politique et dans les valeurs que nous portons. Bruno Jeudi, comment expliquer cette obstination de Nadine Morano qui frôle le suicide politique ? Bon, d'abord,
Je me garderai bien ici de faire l'exégèse des propos de Morano. C'est un peu compliqué, sa pensée est un peu compliquée. Et au fond, nos deux représentants des partis de gouvernement se rejoignent quand même sur le côté exécrable des propos de Nadine Morano. Quant à la controverse entre Morano et Nicolas Sarkozy, c'est vrai que ça tourne à une histoire personnelle. On voit bien qu'il y a de la déception chez Morano depuis plusieurs mois. Elle est mal dans ses pompes. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est revenu dans l'arène politique l'année dernière, au mois de septembre, il n'a pas replacé Nadine Morano à la place qu'elle avait avant son départ. Au fond, elle était dans le premier cercle, dans l'entourage proche, elle a été ministre, elle a eu des fonctions importantes, et lorsqu'il est revenu, finalement, elle n'a pas retrouvé cette place. Elle a été déçue, d'ailleurs, elle le dit ce matin, il n'a même pas daigné m'appeler. C'est vrai que depuis 3 jours, il ne l'a pas appelé, il est passé par des intermédiaires, dont Brice Hortefeux, qui a essayé de convaincre Nadine Morano de revenir sur ses propos. Donc c'est vrai que c'est une histoire de déception quelque part, de quelqu'un qui a gardé la flamme, enfin, une des personnes qui a gardé la flamme sarkozyste pendant les 2 ans de retrait de l'ancien président et qui, le voyant revenir et le voyant repartir à la conquête du pouvoir, eh bien, il laisse certains de ses amis, on va dire, du Sarkozy 1. Et pour le Sarkozy 2, elle n'en ferait pas partie, elle le vit très très mal. C'est une affaire personnelle, c'est une affaire compliquée et du coup, c'est vrai que ce qui guette aujourd'hui les Républicains, c'est que Nadine Morano devienne une espèce de grenade dégoupillée anti-sarkozyste maintenant dans les médias. Et on sait que les médias lui donnent beaucoup la parole parce que c'est une bonne cliente, il faut le dire. Elle a 1 heure l'autre soir à la télé. Donc effectivement, Nadine Morano pendant 1 heure, ça peut faire quelques dégâts. François Dorcival, c'est une façon aussi d'exister dans la pré-campagne pour la primaire? Ça, c'est le danger majeur que courait Nadine Morano. Mais évidemment, c'est une semaine Nadine Morano. Cette semaine, Nadine Morano aura étouffé toute polémique par rapport à tout autre sujet. Faisant passer au second plan même le programme économique de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai, ça c'est pour la droite. Mais toutes les polémiques à propos d'Emmanuel Macron ont été étouffées, tous ceux qui se disaient sur Poutine également, et donc nous aurons eu 8 jours de Nadine Morano. La question c'est pourquoi s'est-elle lancée avec tant de légèreté, tant de mal appréciation de la situation dans cette affaire, de mauvaise appréciation dans cette affaire. Et c'est ça qui est incompréhensible, parce qu'après tout, on peut ouvrir un débat sur des propos du général de Gaulle qui datent de 1959 qui ont été rapportés par publiés par Alain Peyrefitte en 1994. Je signale qu'en 1994, ça n'a fait aucun scandale et aucun débat, parce que personne n'aurait eu l'idée de dire « Considérez-vous que le général de Gaulle est raciste ?» Bon, mais elle s'est embarquée dans cette affaire. Effectivement, elle a persisté, mais surtout dans le contexte qu'on connaît, voilà, avec les propos qui ont pu être tenus par le passé sur l'immigration par un certain nombre de responsables politiques de l'UMP, sur l'islam aussi. On se souvient des moutons dans la baignoire, du pain au chocolat. Bon, c'est aussi dans un climat quand même dans lequel, quand on est responsable politique, on ne dit pas, les choses, sauf Nadine Morano, mais en l'occurrence, on ne dit pas les choses à la légère. Ouais. Et effectivement, si on dérape, puisque là, en l'occurrence, si on estime que c'est un dérapage, dans ce cas-là, non, mais il ne faut quand même pas perdre de vue une chose, c'est que Nadine Morano croit toujours qu'elle peut avoir une utilité dans le dispositif sarkozyste. Elle est candidate à la primaire, elle pense que cette candidature peut apporter quelque chose et elle s'est persuadée qu'elle serait celle qui ramènerait les électeurs du Front National vers Nicolas Sarkozy. Et du coup, ça explique aussi les arguments qu'elle développe, quoi. En tout cas, ça fait énormément réagir encore ce matin à la télévision et à la radio extrait. Ce qui est piquant dans cette affaire, c'est que, effectivement, dans un parti qui ne cesse de se dire gaulliste, on vire Nadine Morano pour avoir rappelé une citation précisément du général de Gaulle. Je n'ai aucune raison d'accueillir Nadine Morano, qui appartient à un mouvement politique immigrationniste. Il y a une dérive. À force de courir par le Front National, c'est la plus stupide qui s'est fait prendre. J'ai dit ce matin que c'était des propos dégueulasses, mais je n'arrive pas à dire autre chose que ça. Tellement les Républicains devraient lui retirer l'investiture. C'est la moindre chose. Moi, je veux dire, surtout quand quelqu'un est capable de parler de la race blanche de cette manière, il faut qu'elle arrête de faire de la politique, qu'elle réfléchisse et qu'elle se mette un peu à lire. Peut-être que ça lui ferait du bien de réfléchir à c'est quoi l'humanité quand même. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'au fond, dès le lendemain, Nadine Morano n'ait pas dit « oui, j'ai dérapé ».
et c'est pas exactement ce que je pense, et n'est pas recadré sa pensée. Elle a dit, mais si, c'est ce que je pense, et l'émotion, j'en ai rien à faire, et beaucoup de Français pensent comme moi. Ces propos sont condamnables, la réitération de ces propos l'est encore plus. Je crois qu'il y aura des sanctions. C'est une position qui n'est pas tenable pour elle et qui n'est pas tenable pour le parti non plus. Donc je comprends parfaitement Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, vous savez, au regard de tout son parcours politique, je ne veux pas participer à la curée. Certains, chez les Républicains, estiment que son cas n'est pas encore tout à fait scellé et que si elle fait des excuses écrites, elle peut encore sauver sa tête. Pierre-Yves Bournazel, vous y croyez, vous ? Oui, on peut croire aussi au Père Noël, mais moi je crois à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'elle persiste et qu'elle signe. Donc moi je n'ai pas envie de vivre ce feuilleton Morano, je l'ai dit tout à l'heure, pendant des semaines et des mois. Je crois qu'il faut être ferme sur un certain nombre de valeurs et de principes. À partir du moment où elle transgresse ce qui est le fondement de notre engagement politique, gaulliste, républicain, libéral, chrétien-démocrate, de la grande famille de la droite et du centre, eh bien je suis désolé, elle n'a plus rien à faire dans notre famille politique. Et si elle ne comprend pas elle-même, c'est grave. Oui, le problème, c'est dans la situation où elle est. J'entends bien les relations avec Nicolas Sarkozy, avec sa formation politique, sa famille de pensée, etc. Est-ce qu'elle fait pas un peu du Nicolas Sarkozy en version un peu plus trash ? Attendez, elle voit bien les réactions qu'elle a suscitées, qu'elle a provoquées. Elle voit bien ce qui se passe à gauche et, je dirais, l'opportunité formidable qu'elle offre à tous les leaders de gauche pour dire, vous voyez, cette droite, raciste, machin, etc. Donc, elle voit ça, elle persiste. Il y a elle caricature le sarkozysme. Nicolas Sarkozy a raison. Si elle se considère encore sarkozyste, elle le caricature dans ses propos extrêmes. C'est incroyable. C'est une espèce de suicide politique. Hein. La hargne qu'elle met là-dedans est assez incompréhensible. Par rapport à tout ce qui a été dit, je voudrais quand même ajouter une chose. On peut débattre dans notre pays de la politique d'immigration. Il n'y a pas de tabou de parler d'immigration. Il y en a beaucoup. Oui, enfin, mais pour moi, il n'y a pas de tabou. On peut parler d'immigration, on peut se poser la question des réfugiés politiques, on peut se poser la question sur la migration économique, doit-on en accueillir ou pas, à quel niveau, etc. On a le droit d'avoir un débat, c'est un débat républicain. Mais ce qu'elle a dit, ça n'a rien à voir avec cela. Ce qu'elle a dit, c'est faux d'abord, puisque quand on connaît l'histoire de France, son propos est faux, et quand on commence, on le sait très bien dans l'histoire, à poser les fondements d'une race qui serait donc blanche, pure ou autre, eh bien on rentre dans des débats dangereux. On va continuer à en débattre donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets et que donc il faut que Nadine Morano sorte de notre mouvement politique parce que moi je ne veux pas qu'on puisse dire Monsieur Bournazel ou un tel, vous avez dans le sein de votre famille politique quelqu'un qui a une opinion politique qui pense que la France est de race blanche. On discutera dans un instant du mot de race. Faut-il le supprimer de la loi? Mais d'abord, le rappel des titres. Avant la pause, on parlait de Nadine Morano. Un homme prend sa défense ce matin. Philippe de Villiers, écoutez. Si on lui tombe dessus aujourd'hui, on voit bien, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a une préférence musulmane. En fait, vous pensez qu'en France, il y a une préférence musulmane? Je pense, regardez ce qui se passe, l'accueil des migrants. En fait, on est en train de fabriquer un Kosovo islamique. Morano, je la soutiens. Je sais ce qu'elle a voulu dire, Morano. Elle n'a pas voulu dire qu'elle était raciste. Alors, attendez. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Que la France est un pays de race noire? Non, et vous êtes blanc. Hein. On voit bien pourquoi il y a cette polémique. C'est parce qu'en fait, nos élites mondialisées, elles ont fait un trait sur la France au sens de la civilisation, en fait, de la civilisation chrétienne. En fait, c'est la christianophobie. Christianophobie, préférence musulmane, Kosovo islamique. Laura Slimani, votre réaction? Non, mais c'est de la consternation. Enfin, je veux dire, c'est voilà, ce qu'il vient de dire, c'est un tissu je sais pas, de propos qui sont complètement inacceptables. Enfin voilà, bon, c'est Philippe de Villiers, donc ça ne m'étonne pas que ce soit le seul ou l'un des seuls avec Marine Le Pen à prendre la défense de Nadine Morano. Ça dit beaucoup. Voilà. Bah, Marine Le Pen, elle dit je l'accueillerai pas, mais si, elle dit quand même, elle dit qu'elle est d'accord. Elle rappelle ce que le général de Gaulle disait. Bon, voilà. Elle la condamne pas en tout cas. Moi, je suis très fier des racines judéo-chrétiennes de la France, mais je rappelle à Monsieur de Villiers qu'il y a des chrétiens de toutes couleurs dans le monde et en France. Je pense à nos ultramarins, par ailleurs à nos chrétiens d'Orient, que c'est un mélange et qu'il ne faut pas confondre la religion et la race.
Oui, il y a eu des musulmans sur le sol français. Bien sûr, et des du musulmans siècle, qui peuvent être voilà, c'est pas de couleur et de nouveau, toutes origines, évidemment. Ça alimente aussi un discours ambiant sur effectivement cette espèce de clash des civilisations qu'il y aurait et cette essentialisation des identités, des religions. Et moi, je pense que c'est un débat délétère. Le Front de Gauche réclame que le gouvernement inscrive à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi supprimant le mot race de la législation. Le texte a déjà été adopté à l'Assemblée, mais il n'est jamais passé au Sénat. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus ? François. Mais écoutez, je veux bien qu'on supprime les mots. La question, c'est comment supprimer les faits. Alors, si on supprime les mots, alors il n'y a plus ni racisme ni antiracisme. Ça n'aurait aucun sens. Si l'on supprime les mots, je ne vois pas ce que combat et pourquoi combattre Daesh aujourd'hui. On combat la sauvagerie, la barbarie, etc. Mais on voit bien ce qu'il y a aussi derrière Daesh. Et donc, supprimer les mots, effectivement, ce mot-là, il figure dans l'article 1 de la Constitution, pour dire précisément que la France ne reconnaît pas les races. Bon, c'est clair. L'origine des citoyens. Mais qui vient aussi d'une déclaration. Tout ce qu'il y a de plus clair. Une déclaration universelle des droits de l'homme. On supprime les mots, on ne supprimera pas les faits. On pense et on croit qu'il y a des races différentes. Et il y a quand même un événement au milieu du XXe siècle qui apporte une réaction politique unanime. Si on ne met pas ethnie, on mettra couleur. Si on ne met pas couleur, on mettra visible ou invisible, etc. Moi, je pense que ce serait une belle réponse politique à cette polémique qui, franchement, est au-dessous des valeurs de la France. C'est un moment d'émotion politique, et puis voilà. Allez, on va changer de sujet. Bercy a donc présenté hier le projet de loi de finances pour 2016, dernière année pleine du quinquennat. Les économies s'élèveront à 16 milliards d'euros, dont 5 milliards pour l'État. Le déficit public devrait s'élever à 3,3%. Bruno Jeudi, c'est un bon budget ou pas ? Non, c'est un projet très flou et on voit que François Hollande, il est tiraillé entre préparer la campagne présidentielle de 2017, le nombre de fonctionnaires augmente. Certes, il y a effectivement des économies à hauteur de 16 milliards, mais en même temps, la magie de la comptabilité publique fait que pour les dépenses de l'année 2016, on prévoit une augmentation des dépenses et que dans les choix qui sont faits, alors effectivement, le budget du ministère de l'Intérieur augmente, celui de la culture augmente, l'éducation augmente puisque c'était une promesse sur l'ensemble du quinquennat, mais dans le même temps, l'écologie baisse. L'aide au développement aussi. Voilà, effectivement, c'est un budget, on voit bien qu'il n'y a pas, les choix sont flous, sont pas tranchés entre de la rigueur, de la relance. Et de la même manière, sur l'aide aux entreprises, alors certes, il réaffirme cette idée de aider plutôt les entreprises et faire baisser les impôts qui pèsent sur les entreprises. Mais en même temps, on voit que les choix ne sont pas totalement ceux que les amis de Mme Slimani au Parti socialiste voulaient, c'est-à-dire une baisse beaucoup plus importante, une réorientation des aides aux entreprises vers les ménages. Donc François Hollande, il fait une espèce de compromis et à l'arrivée, c'est un budget, je dirais, flou, bancal, et sans doute beaucoup plus tourné vers la campagne de 2017. Pierre-Yves Van Hazel, budget électoraliste. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, ça fait quand même maintenant 35 ans que la France coule sous les déficits et qui a fait plus de 2000 milliards de dettes. Un budget, c'est une vision et un cap. Et il serait temps que nos dirigeants politiques soient capables de dire quelles sont les priorités. Il y en a eu aussi sous la droite. Il faut, bien sûr, notamment je vous dis depuis 35 beaucoup ans. Lors du dernier quinquennat. Je vous dis depuis 35 ans. Il y avait quand même une crise particulière, la crise financière 2008-2009. Mais je dis depuis 35 ans, il y a un manque de courage dans les réformes qui doivent être menées. Il faut faire un certain nombre de réformes. Mais pour faire des réformes, il faut avoir un cap, c'est-à-dire quelles sont les priorités. Dans le monde qui vient, chaotique, de tensions internationales, nous devons protéger les ministères régaliens. La sécurité, la défense nationale, notre diplomatie bien sûr. Et puis, on doit faire des économies sur le train de vie de l'État, comme on doit le faire sur le train de vie des collectivités territoriales ou du système social. Et ça demande du courage et des réformes en profondeur si on veut que ce pays se redresse sur le plan économique et social. Et en même temps, il faudra le faire de manière très forte, parce que notre pays est à saturation fiscale et qu'à un moment donné, il faudra bien s'attaquer aussi à la baisse des impôts et à une baisse des charges simples aussi pour les entreprises. Alors le défi, il est majeur. Moi, je suis par exemple
à partir de 2017 pour ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite sur les 5 ans qui viennent, en tout cas sur une partie 1 sur 2, voire plus, parce que sinon nous n'arriverons pas à gérer les choses, et que cet effort soit partagé aussi par les collectivités territoriales, diminuer le train de vie. Si on veut affronter le monde de demain, qui est un monde difficile, il faut sanctuariser les régaliens et avoir le courage de réformer. Le nombre de fonctionnaires d'État qui va augmenter pour la première fois depuis 14 ans, est-ce qu'on a vraiment les moyens d'une telle politique? Moi, je pose la question inverse. Est-ce qu'on avait les moyens, quand la droite était au pouvoir, de supprimer des postes de policiers? Est-ce qu'on avait les moyens, quand la droite était au pouvoir, de supprimer autant de postes de professeurs? Est-ce qu'on avait les moyens de supprimer des juges? Voilà, parce que c'est aussi le résultat de votre politique, ce que la gauche est en train de faire aujourd'hui, en essayant de redresser effectivement notre pays, et notamment son administration vous redressez quelque chose? Parce que oui, nous, quand nous créons des postes de professeurs, on le fait pour l'avenir de notre pays. Quand on crée des postes de policiers, on le fait aussi pour la sécurité de nos concitoyens. Vous, vos choix, c'est la coupe à l'aveuglette. Eh bien, nous, les nôtres, ils ont un sens. Moi, je vais partager un peu ce qui a été dit à côté de moi quand même. C'est-à-dire que je pense que dans ce budget, il y a des choix qui sont positifs. Moi, je pense que créer des postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale pour lutter contre l'évasion fiscale, pour permettre à nos concitoyens de vivre en sécurité avec plus de policiers, notamment de proximité, je pense que ce sont des choix de gauche. Ensuite, il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait quand même une demande. Il y a une demande qui s'exprime dans le pays lors des élections par l'abstention de nos électeurs de budget qui fasse plus pour le pouvoir d'achat et aussi qui fasse de l'écologie une priorité, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une conférence climat et dire que c'est notre priorité et en même temps ne pas investir massivement dans les énergies renouvelables. Le budget à 2 mois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la France, comme beaucoup de pays européens, est prise dans un étau qui s'appelle l'étau européen et que la Commission européenne ne voit pas plus loin que le bout de l'année ou de son nez, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne voit pas plus loin. Elle fait des budgets à l'année, alors que la crise écologique et la dette écologique, elle est bien plus importante que n'importe quelle dette. Le pouvoir d'achat, c'est votre majorité qui l'a tué. Les réformes de 2012 et de 2013 qui ont grevé les budgets des retraités, des entrepreneurs, des classes moyennes qui sont à saturation fiscale, qui ne peuvent pas finir leur fin de mois. Moi, je le vois dans le 18e arrondissement, chaque semaine dans ma permanence. Les gens qui vivent de leur revenu, de leur travail, de manière modeste, qui est sorti il y a quelques semaines, a démontré que depuis 2012, les inégalités, pour la première fois depuis 15 ans, je vous ai écouté, se réduisent. Qui a été responsable? C'est l'augmentation des impôts du début du quinquennat de M. Hollande. Et là, personne ne peut vous croire que le budget que vous menez aujourd'hui est un budget de redressement du pays. François Dorcival. En effet, tout le problème est celui du crédit de confiance en matière budgétaire. Le budget, c'est l'acte politique numéro 1. Bon, le gouvernement annonce qu'il baisse les impôts. Personne ne le croit. Personne ne le croit. Pourquoi? Quand même, 2 milliards pour les ménages, 9 milliards pour les entreprises. Non, bien entendu. Ça, c'est l'annonce, c'est l'affichage. Mais vous avez des contreparties. Ces contreparties, on vient de les voir sur les impôts des collectivités locales, sur les impôts locaux, sur les taxes foncières, les taxes d'habitation, etc. Les gens ont compris l'histoire. C'est que pour éviter d'avoir à sortir en 2017 avec de nouveau un déficit, non pas à 3,3, ni même à 3, mais à 4, évidemment, les baisses d'impôts seront compensées par d'autres impôts. Il y a un problème de crédit. Le deuxième problème est celui de la dette et de l'endettement qui est nourri chaque année par le déficit budgétaire qui vient l'alimenter. Or, malheureusement, heureusement pour l'ensemble des pays, mais malheureusement pour la gestion politique, le fait que la France paye des taux aussi bas en matière de remboursement de sa dette fait que naturellement c'est facile de s'endetter. Enfin, troisième point, et là nous en sommes au point politique, si ce budget est si préélectoral, encore faut-il qu'il soit voté par toute la gauche. Et qu'au moment du vote, ce gouvernement ne se trouve pas dans la situation d'avoir à faire appel au fameux 49.3. Parce que ce serait une catastrophe. Le recours au 49.3, on y va là sur ce budget ou pas? A priori, on y va tout droit. L'année dernière, ce sera un échec politique. Il y a eu 40 abstentions à peu près, une quarantaine d'abstentions. Donc on voit bien cette année que les frondeurs
qui avait réussi à faire passer cet été un texte approuvé en bureau politique, en bureau national au Parti socialiste, justement sur cette réorientation, leur fameuse réorientation on ne va pas rentrer en détail, mais en gros de la politique économique du gouvernement vers moins d'aide aux entreprises et plus pour les ménages. Là, ils ne sont pas suivis des faits. Donc, à mon avis, il n'y a pratiquement aucune raison qu'ils se déjugent. Et là, il va y avoir à nouveau un problème pour la majorité, même si on voit bien à travers ce budget, ils ont essayé de faire une synthèse Sapin Hollande-Valls en embauchant des fonctionnaires, ce qui, quand même, il faut le dire, est une exception, à mon avis, pas peut-être en Europe, peut-être au monde. C'est-à-dire qu'actuellement, un pays qui embauche des fonctionnaires dans un pays où il y a déjà 5,5 millions de fonctionnaires, c'est assez fort. Donc on est déjà dans l'électoralisme. Replaçons la discussion budgétaire dans le calendrier du Parti socialiste. Le Parti socialiste, le 15 octobre, sur les marchés de toute la France, organise un référendum pour que le peuple de gauche, entre guillemets, dise « nous voulons l'unité » pour les élections régionales. Or, la discussion budgétaire va se dérouler effectivement du mois d'octobre au mois de décembre. Imaginez l'effet que cela va faire si, après que le peuple de gauche aura dit « on veut l'union », vous ayez un budget qui soit voté au 49.3. Oui, c'est ce qu'a dit Michel Safran-Creux hier, faisant appel à l'intelligence politique de ses camarades, justement par rapport à ce calendrier. Si vous voulez voter contre le budget pendant la campagne des régionales... Union de la gauche alors que le Parti socialiste est divisé, c'est ça ? Mais non, il est divisé. La gauche est divisée. Parti socialiste. Et en l'occurrence, le Parti socialiste entre les frondeurs. Faire des référendums, c'est bien, mais mener une politique qui permet de rassembler la gauche, c'est mieux. Donc c'est aussi la question qui devra se poser dans les semaines qui viennent. Pour conclure pour ma part que la faiblesse de nos gouvernants face à cette dette qui s'accumule et qui s'accumule est grave parce qu'elle atteint évidemment notre souveraineté, à nos marges de manœuvre, mais à notre crédibilité aussi sur la scène européenne et internationale. C'est l'affaiblissement de la France. Allez, on change de sujet. La Syrie, à présent, la Russie a mené ses premiers raids aériens en Syrie. Ce matin, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, juge infondées les accusations selon lesquelles l'aviation n'aurait pas visé l'État islamique, mais des opposants à Bachar el-Assad. Votre avis, Pierre-Yves Bournazel ou François Dorcival ? François. Alors, nous sommes les deux géopoliticiens du plateau. Allez, je vous en prie, Pierre-Yves. Alors, moi, je considère que on doit éradiquer Daesh. Et donc, il faut que la France redevienne leader. Ainsi... Ça, on est tous d'accord. Non, mais attendez. C'est important d'affirmer d'abord les principes. Je souhaite que la France soit leader. Or, elle a perdu le leadership. Et aujourd'hui, M. Poutine a senti la faiblesse européenne et internationale sur le sujet et donc veut s'affirmer comme un leader international pour agir en Syrie, avec des idées qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et c'est la raison pour laquelle on s'est affaibli. Et je pense que maintenant, il est urgent que M. Hollande et l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens s'associent pour avoir une véritable stratégie d'éradication de Daesh. Il a pris une position très forte à l'ONU, François Hollande. Qu'ils associent la Russie et l'Iran, parce que je crois que c'est de manière collective qu'on va pouvoir y arriver, pour intervenir non seulement sur des bombardements, mais on n'échappera pas à une intervention au sol en Syrie, si on veut l'éradication totale de Daesh, qui est quand même le problème numéro 1. Ensuite, c'est vrai que nous avons des positions divergentes avec M. Poutine, mais dans un premier temps, il faut agir avec lui. Nous avons des positions divergentes sur la suite en Syrie, et notamment sur le maintien de M. Bachar al-Assad au pouvoir. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions, mais l'urgence, c'est l'action, parce qu'aujourd'hui, je rappelle quand même à nos concitoyens que Daesh progresse de manière militaire, de manière géographique, et plus on attend, plus on risque d'avoir un problème lourd à gérer dans les mois qui viennent. François Dorcival. Alors, si on reprend l'actualité des dernières 24 heures, le premier point, c'est Laurent Fabius qui s'étonne que les Russes ne frappent pas. Immédiatement après, comme s'ils obéissaient à Laurent Fabius, les Russes frappent en Syrie. Là où on les attendait. Mais naturellement, les Occidentaux disent aussitôt, mais attendez, ils se foutent de nous, ils ont bombardé des endroits qui sont faits pour soutenir Assad, etc. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que nous sommes en ce moment en pleine négociation entre diplomates d'une part, entre militaires d'autre part. Et on voit entre les lignes que les Américains se plaignent de quoi ? Ils se plaignent de ce que les Russes ne leur ont pas demandé l'autorisation, comme nous sommes, nous, Français, obligés de le faire, l'autorisation de frapper ici ou là. Donc le ciel syrien, hier, a été obligé d'être entièrement dégagé pour libérer cet espace aux frappes russes. Naturellement, les Américains disent ils n'ont pas frappé là où il fallait. En attendant
que les états-majors se mettent d'accord pour que les Américains frappent ici, les Français... Il y aura des réunions stratégiques naturellement, entre les armées. Et elles ont commencé nécessairement parce que vous ne pouvez pas concevoir que des avions de combat bombardent dans le ciel syrien, dans l'espace syrien, sans que ceci soit très soigneusement organisé. Laura Slimani ? Non, moi, ce que je trouve intéressant et assez flou dans ce que vous dites, c'est à un moment donné, quelle est notre position vis-à-vis de Bachar al-Assad ? Parce que moi, je pense d'abord que c'est bien de réaffirmer qu'il ne fait pas partie de la solution et que donc ça doit être pris en compte aussi dans la stratégie militaire aujourd'hui de la France, par ailleurs, qui partage cette position avec les États-Unis. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui doit être très clair. Moi, j'ai l'impression quand même aujourd'hui qu'à droite et dans une partie de l'échiquier politique, pas que à droite, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'en gros, pour combattre le terrorisme, il faut s'allier avec les dictateurs. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit un projet d'humanité, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il faille faire. Voilà, donc on peut aussi contester la manière dont on a fait de la politique dans le passé. Et en même temps, je me souviens quand même de ce non-lapsus de Nicolas Sarkozy. La France a toujours été aux côtés des dictateurs. Et voilà, effectivement, encore une fois, Nicolas Sarkozy réaffirme... je voudrais répondre tout de suite à ce que vous venez de dire. La France... Dans ce chaos oriental, a réussi un point, totalement. C'est le cas égyptien. Le cas égyptien, la France a su s'allier au maréchal al-Sisi. Vous me direz comment le maréchal al-Sisi a fait pour assurer son pouvoir. Vous me le montrerez. Et vous découvrirez avec moi qu'il y est allé avec violence et brutalité, parce que ça n'est que comme ça qu'on installe dans cette région. Je ne suis pas certaine. Voilà, je pense qu'on peut réfléchir à des alternatives. Il est aujourd'hui le principal allié de la France dans cette région. Quand il le fallait, il a pris ses responsabilités, contrairement à la droite, en demandant à ce qu'on aille aider effectivement les rebelles syriens, quand il était encore temps de sauver cette guerre, et avant que ça dérive effectivement... Non, mais que François Hollande ait pris ses responsabilités à l'automne 2013, lorsqu'il voulait s'engager dans la guerre en Syrie et qu'il ait été lâché par les Américains, c'est un fait, c'est de l'histoire passée. Le problème, c'est que maintenant, on a le sentiment que François Hollande ne veut plus se dédire, ne veut plus revoir la situation qui a évolué. Et ce qui est consternant, moi je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui est consternant là sur les derniers jours, c'est qu'il y a une perte de temps phénoménale, on le voit bien. L'objectif, c'est Daesh. Tout le monde est d'accord maintenant pour dire que l'objectif, c'est le djihadisme, c'est la lutte contre les djihadistes. Et que Américains, Russes, Français tergiversent autour de, comme le disait François, de négociations pour savoir qui va les frapper là, qui va les frapper là. Mais c'est un peu désespérant. Cautionner le massacre d'un peuple par un dictateur, cautionner le massacre d'un peuple par un dictateur pour protéger la population européenne. Il ne s'agit pas de cautionner. C'est pas vraiment très républicain. Il ne s'agit pas de cautionner. Il s'agit de cautionner. Il s'agit d'accepter de s'allier avec lui. Si M. Bachar al-Assad est un dictateur sanguinaire, oui. Mais aujourd'hui, Daesh est l'urgence numéro 1. Aujourd'hui, des chrétiens... Laissez-moi terminer. Des chrétiens d'Orient sont massacrés. On assiste à un génocide. Des musulmans qui ne pensent pas comme l'État islamique et Daesh sont massacrés. Des résistants sont massacrés. C'est un régime barbare et totalitaire. Qui utilise les mêmes méthodes. Non, je dis simplement que moi, je veux l'éradication de Daesh et je veux que la France retrouve un leadership pour pouvoir agir. Or, aujourd'hui, on perd du temps. J'ajoute, et parce que là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, en 2013, M. Hollande s'est retrouvé seul. Et heureusement, je vais vous dire, avec recul, parce que si il était intervenu à l'époque, eh bien, on aurait renforcé Daesh et on aurait renforcé l'État islamique, on n'en serait pas là. Oui, parce qu'à l'époque, l'idée c'était évidemment de bombarder plutôt les troupes de M. Bachar al-Assad. Et qui aurait profité de ça? C'est l'État islamique. Il y a eu une erreur, il s'est retrouvé isolé sur la scène internationale et il a mis du temps à comprendre quel était l'ennemi numéro 1. Et aujourd'hui, il essaye de trouver un équilibre. Or, on ne lui demande pas de trouver un équilibre, on lui demande d'agir et d'être efficace et de faire de la France un leader pour l'éradication de Daesh. Je demande d'être un leader à la hauteur des valeurs de la France. Oui, des valeurs de la France. Ces valeurs-là, elles se bat contre ne peuvent pas le totalitarisme, contre la barbarie et contre la haine. La France isolée ou pas? La France cherche à ne pas être isolée. Et donc, le discours de François Hollande aux Nations Unies, qui suivait sa conférence de presse d'ailleurs, c'est pour le moment d'essayer de faire de la rhétorique pour se permettre d'être à la fois, évidemment, dans l'ensemble de la coalition des alliés et de pouvoir retrouver, à un moment donné,
Vladimir Poutine, qui autrement négociera exclusivement avec les Américains. Est-ce que comparaison n'est pas raison? Mais excusez-moi, quand il a fallu éradiquer le nazisme, on s'est allié avec un dictateur sanguinaire dont on connaissait la politique, qui était Staline. Parce qu'à un moment, il y a une urgence numéro 1. Et l'histoire, elle est tragique. Elle est dure et qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités en homme d'État. En homme d'État, il faut prendre ses responsabilités en homme d'État. En revanche, la France doit aussi réfléchir à la suite. Et la suite ne passe pas par M. Bachar al-Assad. Et là, nous sommes d'accord. C'est fini. Merci à vous quatre. Allez, on se quitte avec un sourire. Le dessin de Plantu à la une du Monde. Regardez, Nadine Morano en Ève. Nadine chassée du paradis terrestre et le serpent qui lui lance pauvre pomme. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous quatre. Dans un instant, le journal sur LCI.